que vous pensez qu'une teinture blonde à 38 ans, c'est embarrassant ou pas? Non, vas-y. Non, je vais vraiment pas le faire. Mais c'est vraiment une question que je vous pose. Vous pensez qu'on peut ou pas? On peut tout faire. Ça dépend, mais c'est ça un dépend, aucun je sais pas, jugement. ça dépend quel est ton mode de vie, qui tu es, tu vois. Dans l'absolu, j'en sais rien en fait. Tu vois. Journalisera. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est le code numéro 45, le code review numéro 45, comme deux personnes. Comme Michael Jordan, quand il revient en NBA en 95, avec un communiqué qui dit simplement « I'm back ». Du niveau de Lacrim, quand il sort Force Honor qui dit « Papa est de retour ». C'est les deux meilleurs communiqués de l'histoire, Michael Jordan et Lacrim. Et 45, c'est évidemment le numéro 2, King Mario Balotelli, toujours à Manchester City, qui disait « Why always me, j'ai le swag de Balotelli ». Youssoupha dans le remix d'Invincible, je vous laisse pas en galère plus longtemps. Mais d'ailleurs, je pense, je me suis dit que Balotelli est peut-être un de ceux qui a été le plus cité dans le rap français. Sur le footballeur récent, en tout cas, je pense qu'on a pas mal de rimes avec ce footballeur. Très bon morceau, Balotelli, tout simplement sur le dernier album de Prince Wally. Voilà. Chris Corleone. Elle se laisse pas battre longtemps. Non. Non, il y avait l'ego. Super morceau, effectivement. Ouais. Et vous l'avez entendu, je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis toujours avec celle qui fait la pluie et le beau temps dans ce foutu rap francophone. Sa vie est un long carrousel Instagram tranquille. Sandra, Evelyne Delia Gomez, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Très heureux que tu sois là avec une belle casquette de circonstance. Oui. Voilà, ouais. Tu devais l'avoir sur la tête, mais on dit tout aux gens pour des raisons de lumière. Pas la bonne light. Et mais non, il fait mettre en valeur aussi. Et aussi remonter cette superbe crinière. C'est important. Je suis le seul d'ailleurs ici qui n'a pas de superbe crinière, car l'autre personne à côté, c'est Raphaël Dacruz, le champion de France des conférences dans tous les chefs-lieux des départements. C'est à moi. Hein, c'est toi. Ouais, je suis complètement dans ça. Combien de conférences cette année? Oh, j'ai pas compté, mais. Il faut faire une liste à la fin de l'année. Je pense qu'il doit y avoir une petite dizaine, je pense quand même. Est-ce que tu as fait plus de conférences que j'ai fait de mouse party? Peut-être. Ah. En tout et pour tout, parce que dans l'année, t'en as fait un peu moins cette année. Du coup, t'as levé le pied. Mais en tout et pour tout, dans l'ensemble de notre carrière, faudrait qu'on fasse un battle. Ce qui d'ailleurs en dit long sur pourquoi on fait ça. Tu fais ça pour la culture et moi je fais ça pour la teuf. Pour la teuf, quoi. Simplement. C'est intéressant. Aujourd'hui, on complète. Tu vois, on complète. Exactement. Gros programme aujourd'hui. On va parler de Kintsugi, l'album de Dinos qui est sorti le 29 novembre dernier. Un retour quasi 2 ans après Hiver à Paris. Mais avant ça. On avait d'ailleurs même prévu de parler d'un autre projet de rap français, mais l'actualité nous a frappé. Au moment où on parle, les horloges se sont arrêtées. Les horloges sont complètement arrêtées. Vendredi 22 novembre, le média rap le plus puissant de l'année, qui est aujourd'hui le compte Twitter de Kendrick Lamar, a cassé Internet en postant un lien, celui de GNX. Donc c'était un lien vers une vidéo YouTube. Bon, il s'avère que c'est un album surprise de Kendrick qui a droppé à 18h heure française. Et on a tous crié pendant tout le week-end Moutarde. Ça fait en français. Donc non, il y a beaucoup de choses évidemment. On avait rapidement parlé nous du clash Drake-Kendrick au moment où ça commençait, puis il s'est passé beaucoup de choses après, on n'est jamais vraiment revenu dessus. L'idée là, c'est pas de parler du clash avec Drake, même si on va sûrement l'évoquer un petit peu, mais c'est vraiment cet album de Kendrick qui est un tout nouvel album 2 ans après Mr. Moral and the Big Steppers, et qui arrive dans un moment, une année extraordinaire pour Kendrick Lamar, c'est vrai, où bien sûr il y a eu ce clash, il y a eu le succès de Not Like Us qui est potentiellement un des plus gros morceaux de rap de ces dernières années. Il y a eu l'annonce du Super Bowl, qui va être headliner au Super Bowl. On se disait qu'il y aurait sûrement un album qui arriverait aux alentours du Super Bowl. C'est arrivé avant, donc. Est-ce qu'il y aura d'autres choses d'ici là? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a toujours 10 000 spéculations quand il s'agit de Kendrick. Mais déjà là, on a un album, 12 morceaux. Et qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est la première question. Et aussi, qu'est-ce que ça signifie de sortir un album comme ça, peut-être dans un contexte où Kendrick a sorti un album extrêmement presque cathartique il y a 2 ans, où justement il était extrêmement deep, il racontait que justement il n'avait pas envie d'être vu comme le sauveur du hip-hop, et là il arrive vraiment avec un costume de chevalier blanc et de dire en gros il y a moi et les autres, et je suis le dernier rappeur qui rappe, quoi, pour reprendre la phrase d'Alpha. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qui veut commencer sur cet album-là? Je t'en prie, Raph. C'est vrai que Raph, d'ailleurs on peut le dire, parce que toi, t'es pas un mec qui flex. T'es un mec humble. Non, mais moi, je le dis, je vais flexer à ta place. Ah, sit down, be humble. Il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est beau, ça. Il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui ont interviewé avec Kendrick Lamar. Pas beaucoup.
Raphaël Dacruz l'a fait. En fait partie. J'ai eu cette opportunité. Ouais. Voilà. J'étais très jaloux car moi à ce moment-là j'avais un vrai job, pas comme ce qu'on fait ici. Et donc j'avais une réunion chez Generali à Saint-Denis. T'as raté une interview avec Kendrick. Après peut-être que Raphaël, peut-être qu'on y serait allé à deux. On serait allé à deux, je pense. Sûrement parce que tous les et j'ai raté ça car j'avais une réunion sur un système d'information à Saint-Denis. Ouais, bien sûr. C'était la vie que je menais. Toi tu l'as interviewé. Voilà, bah moi c'était un moment où effectivement tous les deux on avait un boulot. Mais on n'a plus du coup. On en a plus. Mais voilà, on avait un boulot qui nous prenait du temps. On était tous les deux à l'ABCDR du son. On nous a proposé cette interview. Il s'avère que moi j'ai eu le temps de pouvoir la faire. Donc c'était pour quel album du coup? C'était pour Guide Matiti. Oh là là. Petit album. Pas si entendu parler, petit album. Un petit truc comme ça. Incroyable. Okay. Et moi je l'avais vu à cette époque-là au Bataclan. Ouais, tout à fait. Quelques mois avant. J'avais oublié ça que je l'avais vu à cette époque-là au Bataclan. C'était juste au moment où il y avait Cartoon and Serial qui commençait à tourner. Et je crois aussi du coup Swimming Pool aussi. Je crois que ça commençait un petit peu à tourner aussi. Possible. Donc voilà, l'album n'était même pas encore sorti. On était encore sur du Section 80 en vrai de vrai en termes de hype quoi. Alors là, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les avis de tout le monde, notamment le tien. Toi, t'es un grand fan de Kendrick et t'as beaucoup analysé sa musique. J'ai chroniqué tous ses albums, je crois, à l'écrit. Exactement. Et t'as aussi beaucoup aimé le dernier. Ce qui est intéressant parce que c'est un album qui a été un peu, pas dire décrié parce que ça reste un succès, mais qui divise encore aujourd'hui. Et même pour beaucoup, on a l'impression que il y a même des gens, je pense, qui voient cet album-là comme presque un rattrapage. Ouais, ils se rachètent un peu quoi. Ils se rachètent après le four qui était Mr. Moral, ce qui est à mon avis, c'est pas vrai. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, en tout cas, la DA est complètement différente. Là, c'est un album qui est full Californie, qui est full rap. C'est marrant parce qu'en vrai, on parlait de Dr. Dre la dernière émission. Il y a énormément de références à tout ce qu'on disait la dernière fois. Complètement. Comment toi, tu vois ce retour, si tant est que ça en soit, en tout cas cette prise de parole-là de Kendrick? Je pense qu'il y a deux choses qui sont très contextuelles. Il y a évidemment, tu le disais, toute cette année dans laquelle il s'inscrit post-beef avec Drake, il a gagné, on va dire, en tout cas, au vote populaire. Je plaisante, il n'y a aucun débat. Là, clairement, il faut arrêter. Je veux dire, tu vois, là, en fait, à chaque fois qu'il sortait des nouveaux morceaux, enfin que Drake sortait des nouveaux morceaux, Kendrick avait tout de suite la réponse derrière, donc il y avait une espèce de truc de c'était trop stratège de maître d'échecs, quoi. C'était vraiment ça. Et puis au-delà de ça, il y avait aussi un côté où Internet avait choisi Kendrick. Il a fait des super morceaux, je veux dire, il mérite cette victoire. Mais un peu comme Drake avec Meek Mill à l'époque, où en fait Internet avait choisi Drake. Et là, c'était, les choses se sont inversées. Et en plus, Kendrick était en feu. Donc, je pense qu'en fait, il a été malin parce qu'effectivement, il y a eu un moment très important cette année dans cette histoire-là. C'est le fameux concert de Pop Out Ken and Friends, qui se fait en juin, où il y a une forme de célébration de la côte ouest, justement, et du rap californien d'aujourd'hui et d'hier. Et là, je trouve que justement, avec cet album, il enfonce vraiment le clou, parce que, effectivement, comme tu le disais, il y a vraiment tout cet esprit très californien très contemporain, californien, vraiment, sur toutes ces instrus post-ratchet, donc le ratchet, ce genre inventé par DJ Mustard, justement. Moutarde, pardon. Par DJ Moutarde. C'est ce que Jean Jass dirait. Bien évidemment. Par Dijon. Et donc oui, il y a beaucoup cet esprit-là qui a beaucoup été incarné avant son décès, malheureusement, par Drake et O de Ruler, dont le fantôme plane toujours un petit peu sur ce disque, justement. C'était déjà un peu le cas sur certains morceaux de Mr. Moral, mais là ça l'est encore plus. Et sur Not Like Us aussi. Et sur Not Like Us, absolument, tout à fait. Sur le flow, sur certains mots d'argot, etc. Donc, mais pardon, excusez-moi de me faire l'avocat du diable. Dis-moi. Le diable étant Drake. Est-ce que... Non mais je plaisante, mais est-ce que c'est pas étonnant qu'on fasse... On a fait tous les procès à Drake d'appropriation, d'être un vampire, de voler les flots de tout le monde. Je comprends ce que tu veux dire. Et à Kendrick, alors oui, on va me dire, mais Kendrick c'est la Californie, c'est un hommage, etc. Mais là, vraiment, depuis un an, il y a un truc où on est... J'ai adoré l'album. Je vais pas pour faire l'intéressant, mais on est vraiment dans parfois. On pourrait parler de plagiat, mais on pourrait parler de très forte inspiration. Je pense qu'on peut soulever ça. Et j'ai l'impression que c'est pas tant. Il a un pass où là, en fait, il peut faire ce qu'il veut. On a envie qu'il gagne. Tu sais ce que c'est la différence selon moi? C'est l'intention. C'est que quand Drake. C'est un procès d'intention, c'est pas vraiment. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que je pense que Kendrick, quand même, prouve par plein de moyens divers dans toute sa musique, dans ce qu'il raconte, dans sa manière de faire des hommages aussi. Tu vois, quand Drake va utiliser une IA pour reprendre Tupac, Kendrick va le faire de manière beaucoup plus subtile et c'est avec beaucoup plus une notion d'hommage. Voilà, donc je pense que c'est l'intention qui se compte, mais évidemment que c'est un procès d'intention et que voilà. Non, et puis là où tu as sûrement aussi raison, c'est que Drake, il a pris des choses partout. Aussi bien des artistes jamaïcains qu'à des Anglais, qu'à des Californiens. Donc là, Kendrick, il y a un truc. Et revient à la Californie. En fait, il y a une sorte de mouvement radical de sa part que je trouve intéressant.
après précisément encore ce concert, parce que je pense que le point pivot de tout ça, c'est ce concert-là où il y a cette célébration où plein de gens du rap californien disent en fait il vient de réunir même sur scène des gens qui peuvent pas se blairer normalement dans la vie, ou en tout cas pour qui il y a des conflits depuis des années. Ouais, qu'on dit pas se blairer, c'est des vrais trucs. C'est des vrais trucs malheureusement, et Drake et The Ruler, c'est probablement aussi une histoire comme ça par exemple. Donc je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là c'est un mec en fait qui a réussi à réunir tout le monde et qui peut aujourd'hui porter tout cet héritage-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on entend du Tupac sur Reincarnated, mais même un morceau comme Hey Now par exemple, dans l'instru, ça remonte jusqu'au nord de la Californie parce que ça ressemble un petit peu aussi à ce que faisait E40 à l'époque quand il faisait du hi-fi ou de la function music. Donc il y a vraiment tout un héritage qui est porté en lui. Je pense aussi aux morceaux comme Dodger par exemple, où là, je crois que c'est ça, c'est Dodger Blue. Dodger Blue, c'est ça. Quel morceau préféré ? Je donnerai une tribune à ce morceau quand je mettrai la parole. Alors, voilà, c'est pour ça qu'il y a cette casquette sur la tête d'ailleurs. Dodger Blue, on est complètement sur la célébration en fait de tout cet héritage musical. Donc c'est complètement inscrit dans ses gènes et je pense qu'ils veulent le revendiquer, et c'est pour ça qu'on revient à ce contexte dont tu parlais par rapport à Mr. Moral and the Big Steppers, parce qu'effectivement il y avait un peu ce truc de c'est bon, Kendrick il se prend pour Jésus. Il y a un album sur lequel il nous parle effectivement de tous ces traumas liés à l'éducation un peu masculiniste qu'il a reçue, liée au trauma de sa mère, liée à la déconstruction de ses réflexes homophobes, etc., culturels, bref, pour plein de choses. Et derrière, 6 mois après, il nous fait un défilé à Paris où il a une couronne d'épines en or sur la tête. Qui coûte je ne sais combien. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, pour qui il se prend, il y avait un peu ce truc-là de troubler un peu les lignes de compréhension de où il en était. Même le côté Kendrick Fashion Week, post Mr. Moral, j'y croyais pas du tout. Il n'a jamais incarné ça, en fait. C'est vrai que c'était un peu étrange, c'était confus tout ça. Exactement. Et je pense que là, c'est juste une manière de revenir à la base en disant je suis le meilleur, si ce n'est un des meilleurs rappeurs depuis 10 ou 15 ans, et en fait je vous le prouve. Ouais, de tous les temps. Non mais la discussion elle est là maintenant aussi. Oui, bien sûr, mais de toute façon comme tous les rappeurs, tu vois, je veux dire, il y a ce truc de vouloir assumer ça. Et je pense que c'est important pour lui, et en même temps je trouve ça un peu injuste parce que on refuse du coup à un artiste de pouvoir exister en dehors de ces normes pour qu'un bon rappeur soit un très grand rappeur, il faut qu'il vienne toujours prouver qu'il sache rapper. Tu vois, il y a un peu ce truc-là qui me gêne un peu. Oui. Sachant que sur Mr. Moral, il rappait pas mal. Enfin, tu vois. Tout à fait. Il y avait un problème de compréhension. Enfin, comment dire. Moi, j'ai l'impression que le morceau, tu sais, dont le titre m'échappe, de dispute avec sa compagne. Comment il s'appelle ce morceau? It's Complicated? Non, c'est pas ça. Tu sais, ce morceau qui a été clippé, etc., qui est extraordinaire, mais qu'on n'a pas envie de réécouter, en gros. Tu vois, qui est une expérience. Et j'ai l'impression que ça a été un petit peu on a eu l'impression que l'album était presque un album storytelling. C'est pas du tout ça en fait. Mr. Moral, il y a plein de morceaux qui s'écoutent de manière comment dire, isolée, Rich Spirit. Enfin je veux dire, c'est un album qui est pas compliqué, je trouve. Il est long, il y a beaucoup de choses, il est dense. C'est conceptuel, ça va loin justement dans la thérapie. Et je pense que c'est ça que les gens sont en mode, bon, on en a marre des concepts. Voilà, on veut du rap, etc. Et donc là, c'est ce qu'il donne. Mais Mr. Moral, il y avait ça. Il y avait du rap. Même un des premiers singles, N95. Ouais. C'est du rap. C'est du pur rap. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on disait sur Autobahn où les gens ont dit, ouais, c'est un album de Zumba alors qu'il y avait un titre. Tu sais, et pour moi, c'est un peu l'inverse. Les gens ont dit, c'est trop compliqué, Mr. Moral. Alors que. Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça, juste c'est un peu conceptuel, quoi. Voilà. Mais voilà, je trouve que ça remet un peu dans une boîte ou dans un coin cette idée que le rappeur, il doit nécessairement parler d'adversité, d'ego, d'être contre les autres. Il y a beaucoup de ça sur l'album. Une marche en arrière de Kendrick, en mode, ouais, j'ai fait mon analyse dans l'album précédent, et là en fait je reviens, et bon ben pour que tout le monde m'aime, il faut que je dise que je suis le meilleur et que je casse des gueules. Et c'est pas grave, moi j'adore. Mais je trouve que c'est même pas de la faute de Kendrick, c'est de la faute du public. Oui, mais c'est aussi de la faute de la scène s'il écoute le public. Oui, bien sûr. Et il donne exactement ce qu'on a envie d'entendre. Moi, j'avais envie d'entendre ça de la part de Kendrick. Je suis très content d'entendre un album comme ça. Mais c'est cette espèce d'enthousiasme. Dans sa position, il y a un truc d'un peu de retour en arrière. Moi, c'est l'enthousiasme, cette espèce d'enthousiasme général pour ce disque-là, alors que je pense que tout ce que fait Kendrick globalement est à chaque fois pensé et de qualité et bien rappé, tout ce qu'on veut. C'est juste, encore une fois, l'enthousiasme sur ce type de rap-là attendu de lui. Évidemment, c'est bien, on est content. Mais en vrai, c'est pas moins imméritant que ce qu'il a fait la dernière fois. Sandra, vas-y. Non, le retour en arrière dont vous parlez, je pense que c'est surtout pendant la longue période des clashs qu'on vit là depuis mars. Je trouve que sur cet album, il y a quand même un équilibre entre... J'ai beaucoup de choses à dire, il y a des morceaux très denses où il va vraiment parler de son statut de rappeur, et surtout, je trouve que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a une temporalité très précise. Il parle des 6 derniers mois, en fait. Et donc,
on sent une certaine urgence et en même temps on approche une précision dans la musique qui est proche de l'excellence en fait, donc c'est assez fort, mais je trouve que justement il a réussi à contrecarrer un truc qui aurait pu être relou, c'est de le résumer cette année à des clashs, puisqu'au final ce qu'on a vécu avec les clashs contre Drake, je pense qu'il faut voir un peu au-dessus et l'adversité dans laquelle il est revenu. Je pense que c'est intéressant quand même, parce que c'est pas juste j'ai besoin de prouver que je suis un rappeur donc je reviens à un truc dur, c'est aussi pour prouver que derrière ce clash avec Drake, il y a un truc qui est plus grand que lui, et c'est presque, tu vois, tout à l'heure tu disais le diable parce que bon, on caricature de ouf, mais il y a presque ça en fait dans la musique de Kendrick, c'est le camp du bien, le camp du mal, et dans ce projet-là, il y a un moment où il dit les jeunes, prenez-moi comme exemple, c'est moi maintenant votre leader, et en fait il assume complètement ce truc-là, tu vois. Donc c'est un peu l'arrogance qu'il a eu dans les clashs qui l'a galvanisé, mais il a réussi quand même à en faire quelque chose de constructif. Oui, il fait de la bonne musique. Ouais, il fait de la bonne musique, mais même, je trouve qu'il y a un truc presque j'irais pas jusqu'à un rôle social qui est important. J'allais pas dire politique parce qu'en vrai, ça va pas jusque-là, mais il y a un rôle social dans déjà la localité, tu vois, là où il vient, et peut-être que nous on a plus de mal à comprendre, et puis de toute façon on n'est pas là pour analyser tu vois, depuis Paris ce qui se passe là-bas à Compton, on analyse la musique, mais je pense qu'il y a une portée, et on le voit dans tous les rassemblements qu'il y a autour des clips, autour de la musique de Kendrick, ça dépasse vraiment la musique, donc je trouve qu'il a réussi quand même à assumer ce rôle de leader en faisant de la très bonne musique et en apportant un truc de je suis pas juste un haineux, j'ai pas juste enfoncé Drake, parce que ça c'est un truc qui m'a un peu saoulé à la fin quand ça tournait beaucoup. Moi, les guéguerres d'ego, je trouve ça marrant, mais on n'en fait pas toute une année, on n'en fait pas toute une carrière, et surtout j'aurais du mal à dire Kendrick c'est le meilleur rappeur parce qu'il a éteint Drake. Je m'en fous de ça en fait, ça c'est un peu réducteur. Sur cet album, je trouve qu'il excelle. Parce qu'il le prouve en fait en tant qu'artiste. Exactement, oui. Il le prouve en tant qu'artiste. Tu vois, après ce que tu dis sur le camp du bien et du mal, je le ressens à fond sur l'album, mais là moi je trouve ça un peu hypocrite de la part de Kendrick, dans le sens où l'album précédent était justement un album qui n'était pas machiavélique, où lui assumait à fond... Manichéen, tu veux dire. Manichéen, pardon, machiavélique, n'importe quoi. Ça c'est à cause de Tupac. Machiavel, Reincarnated, et ouais là, bouclé. Mais qui n'est pas du tout manichéen, et où justement lui assumait largement ses zones d'ombre, etc., le fait de faire des erreurs, d'être parfois une mauvaise personne, etc. Et là, tu vois, c'est là où moi je vois une forme de, pas de rétropédalage, mais le côté, bon, ok, en fait, d'accord, Drake c'est le méchant, c'est le grand colonisateur, c'est le pantin des maisons de disques, et moi en fait je vais incarner ce truc de je suis le rappeur du peuple indépendant. T'es chez Universal comme Drake, t'es pas, donc en fait c'est ça moi qui m'embête un petit peu, mais c'est plus une question de perception que peut-être d'intention de la part de Kendrick. Maintenant, force est de constater que si on veut rester sur la comparaison, il y a pas un projet de Drake récemment comme ça qui m'excite de cette manière-là, et que je trouve aussi réussi. Et même je me suis dit mais est-ce que ça devrait pas être même une inspiration pour un artiste comme Drake et d'autres? Juste, les gars, faites ce que vous savez faire, c'est-à-dire faites du rap au lieu de vous poser 10 000 questions. Restez libre, quoi. Exactement, libre et parfois simple. Tu vois, et moi, c'est ça que j'aime sur cet album-là, c'est qu'effectivement, il y a des... C'est archi bien écrit, etc., les prods dessus, mais il y a quand même un truc de... Tu vois, on va d'un point A à un point B, et c'est droit au but. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé sur l'album, c'est pas alambiqué. Et puis en plus, il y a ce truc de je retourne au rap, je retourne à l'efficacité, je vous montre que... en vous ayant un peu tous contre moi, parce qu'il y a un peu ce truc de Me Against the World un peu sur l'album aussi. Je viens vous casser la bouche, mais il y a aussi des vrais moments de qualité d'écriture et d'introspection aussi. Je pense The Hard Part 6 par exemple, sur lequel il revient toute son aventure avec TD. C'est touchant même. C'est hyper touchant. Les messages qui passent à Absol, à Q, à Top Dog, à J-Rock, etc. C'est ce qui me manquait justement pendant les clashs. C'est qu'en fait... c'était pas le moment. C'était pas le moment, mais c'est bien qu'il l'ait fait là, parce que sa réussite, elle est collective. C'est parce qu'on l'a poussé aussi. On a décidé que c'était Kendrick, c'était lui le moment, et que ça allait être lui le leader maintenant. Et puis même un morceau comme Luther par exemple, tu vois, avec César. C'est un de mes morceaux préférés. Je le trouve magnifique, où en fait il y a cette idée que on donne de soi pour le bonheur de son être cher, tu vois. Et je trouve qu'il le fait très bien, le duo fonctionne très bien avec SZA, et pareil pour Gloria, même si je trouve c'est un peu les gros sabots à la fin, parce qu'en gros c'est un morceau de personnification de son écriture, et à la fin en fait la personne dont je vous parle, c'est mon stylo. Mais t'as pas besoin de le dire en fait, tu vois, je veux dire, il y avait une Staples il y a 2 ans, il avait fait un morceau comme ça où il incarnait un flingue qui s'appelait When Sparks Fly. Et il le disait pas, et ça suffisait largement. Donc c'est un peu les travers de Kendrick. Ça peut parfois les travers de Kendrick.
Nas. Bah oui, I Gave You Power, bien sûr. I Gave You Power sur It Was Britain. Et parce qu'on a parlé beaucoup de la Californie, il y a aussi le fantôme de Nas. Il est encore en vie, pardon. En tout cas, l'ombre, l'esprit Nas qui plane. Et bien sûr, Man at the Garden, qui est vraiment une forme de nouvelle version de One Mic, qui est sur un morceau extraordinaire sur Stillmatic. Voilà, mais c'est intéressant aussi de voir que, et c'est là où, on parlait de crédibilité ou d'intention. Kendrick, il a ce truc-là où en fait, il peut aussi bien s'inspirer de Nas que de Tupac et ça marche quoi. Et peu de gens ont ce luxe-là et ce talent-là, en fait, parce qu'on sait qu'il a tout écouté et que c'est vraiment aussi un album d'étudiant du rap sur ce projet-là. C'est quand même s'il y a un truc condensé et droit au but, c'est quand même un projet qu'il faut digérer. Il faut comprendre parce qu'il y a vraiment plein de couches sur certains morceaux et moi je lis les paroles parce que même si on comprend l'anglais, franchement Kendrick Lamar ça vaut le coup de lire en fait. Et il fait des millions de vues sur Genius, ça faut le dire aussi, c'est pas le cas de beaucoup de rappeurs aujourd'hui, tu vois, dont les gens vont aller lire, comprendre, essayer de comprendre parce qu'il y a des tournures de phrases qui sont un peu complexes. Moi je dirais juste une petite réserve, mais ça c'est très personnel, je trouve qu'il accentue vachement sa voix nasillarde parfois, le côté un peu il a toujours été théâtral dans sa manière de mais là un peu plus, je trouve. Et pour moi, c'est une era. J'ai l'impression que c'est une era, tu vois. Genre, c'est sa voix de cette année. Tu vois, parce que c'était un peu le cas sur Not Like Us et tout. Donc, je suis d'accord avec toi. Et quand t'écoutes même Mr. Moral, c'était pas autant. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être son personnage du moment. Ça apporte au personnage du moment, je comprends. Mais du coup, c'est maintenant que j'en place une pour un morceau où je trouve qu'il est très sobre. Et pour moi, c'est un des meilleurs morceaux de l'album, même si je sais que c'est pas vers celui-là qu'on a envie d'aller maintenant. C'est Dodger Blue, du coup, qui est un hommage à la funk, qui a des grosses basses chaudes. C'est un morceau de kiffeur absolu. Oui, la funk, j'ai ça dans le sang, ça coule dans mes veines. Non, mais je kiffe trop ce morceau. Et vraiment, ça me rappelle aussi que Kendrick, c'est aussi ce mec-là. Et c'est ce que tu disais, Raph, en fait, n'obligeons pas Kendrick à être dans un rôle de prouveur parce qu'il a une certaine place. J'aime qu'il puisse faire des morceaux comme ça, beaucoup plus décontractés. Ça fonctionne trop bien aussi, tu vois. Un peu comme, c'est vrai que je pense qu'on peut un peu comparer peut-être cet album-là à Dem, sorti en 2017, qui était aussi un album, justement, peut-être après To Pimp a Butterfly, qui pour le coup avait été compris et célébré comme un des plus grands albums de tous les temps. Attention, parce qu'à la sortie, moi je dis souvent ça quand même, à la sortie, To Be Butterfly, il y avait plein de gens qui disaient mais c'est quoi en fait cet album musée, tu vois. Plein de gens, mais si tu regardes les chiffres et la critique, tu vois, parce qu'en fait, il y a Twitter et il y a Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas un consensus tout de suite. Il est arrivé assez rapidement, mais il n'y avait pas un consensus tout de suite parce qu'il y a plein de gens alors qu'on était en pleine époque de la trappe conquérante, c'est 2015, c'est Future, etc. C'est vrai. Donc là, il y a un pied de nez. Mais il y avait quand même un truc de, très vite, c'est un classique. Aujourd'hui, souvent quand les gens parlent du plus grand album des années 2010, c'est ça ou My Beautiful, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Ça ressort souvent. Très vite. Donc, c'est un album qui a quand même été très célébré, qui a très bien vendu, etc. Alright, méga tube. Et après ça, justement, il revient avec un truc. Tu vois, Dem, qui était quand même un album très efficace. Même le morceau pop avec Rihanna. En fait, c'est même pas ça le morceau, c'est même pas le morceau qui a cartonné. Mais j'adore ce morceau. D'ailleurs, je trouve que ce morceau est pas assez. On parle pas assez de Element aussi. Extraordinaire. Mais son Dem est extraordinaire, franchement, cet album. Mais il y a un peu ça aussi. C'est comme si Mr. Moral est le pendant de To Pimp et que celui-là est un peu le pendant de Dem, tu vois, dans un côté très ramassé. Et d'ailleurs, quand Dem est sorti, les gens étaient en mode c'est trop court, non? Il y avait toute cette théorie sur le fait qu'après Dem, il y en a un qui allait s'appeler Nation, genre Dem Nation qui allait sortir. Et là, il y a un peu des théories comme ça. Encore Alpha One dans la boucle, là. Toujours. Mais voilà, mais en tout cas, c'est intéressant de voir aussi comment, dans sa carrière, tu vois, tu peux trouver un peu des points de comparaison comme ça. J'ai 2 minutes pour rebondir sur un truc que tu disais par rapport à Nas. T'en as 3 même. J'en ai 3, super, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Nas, quand il sort Godson en 2002, dans une interview, il dit en fait, j'ai sorti Stillmatic parce que j'avais des problèmes avec l'industrie, j'ai sorti Godson parce que j'avais des problèmes personnels à régler. Sa mère était décédée, etc. Et je pense qu'il y avait des choses plus personnelles à développer sur cet album. Et j'ai l'impression que c'est la situation inverse pour Kendrick aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Mr. Moral, il fallait qu'il dénoue plein de trucs personnels depuis qu'il était devenu père. Il a quand même eu 5 ans d'absence entre 2017 et 2022. Oui. Bon, même s'il y avait eu Black Panther. Il y avait eu Black Panther. Mais voilà, il y avait quand même eu 5 ans d'absence. Il était devenu père, il avait voulu prendre du temps sur lui. Ça l'a questionné pour plein de choses. D'où aussi Mr. Moral et The Big Steppers. Là, c'est vrai que depuis ce fameux morceau Like That, bon en vrai depuis First Person Shooter qui a un peu je pense l'a piqué et ensuite Like That là en début d'année, il y a eu toute cette histoire avec Drake et ça l'a piqué aussi sur des trucs personnels avec l'industrie du disque, etc. Et pour moi c'est vraiment ça, là c'est un peu la logique inverse, c'est un peu son, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets là-dessus, mais c'est un peu son Stillmatic, c'est-à-dire j'ai envie de régler des comptes avec plein de gens. Et il y avait ça dans Stillmatic, il y avait Destroy and Rebuild. T'es en train de dire que GNX c'est le Stillmatic californien? C'est exactement ce que je suis en train de dire, Mehdi. Est-ce qu'on a d'autres choses à ajouter? Je pense que c'est pas la fin c'est pas le dernier projet de l'année là.
Je pense qu'il va... Bah, je sais pas. De l'année, bon, on est ric-rac. Ouais. Mais jusqu'à sa prochaine apparition donc du Super Bowl qui est fin février... T'as des infos, toi? J'ai pas d'infos du tout. Bah non, je suis pas du tout connecté. Ouais, non, je suis pas du tout connecté. Mais moi, alors, je le dis... Mais je sais pas, je sens qu'il y a un goût de... C'est trop rapide. Alors, au moment où on enregistre, c'est le 27 novembre. Ouais. J'espère que si ça sort après la sortie de cet épisode. Sinon, cet épisode-là est directement... Bah, poubelle Exactement. Non, donc, non, je pense qu'il le laissera vivre quand même, tu vois. Ouais. Mais ça va vite, je sais pas. Okay. C'est un pressentiment. Eh ben écoute, on espère quelque part. Oui, s'il est chaud et que, en tout cas vu comment il est en feu en ce moment, pourquoi pas en tout cas. Allez streamer GNX, dites-nous si Kendrick est le GOAT. Voilà, dites-nous en commentaire. Et nous on va continuer, on va revenir en France avec Kintsugi. C'est quoi Kintsugi? Alors j'ai googlé. J'ai googlé. Tu fais ton travail, t'es un journaliste. Ouais, je vais sur Wikipédia, effectivement, je suis un vrai journaliste de fond, d'investigation. Donc, c'est un terme, c'est l'art japonais de réparer la porcelaine ou céramique cassée, mais pas en essayant de dissimuler les brisures de l'objet, au contraire, en les laissant apparentes, car les fêlures font partie de son histoire. On dirait que je fais du développement personnel, mais non, c'est vraiment... je vais pas vous vendre une formation, je parle bien de Dinos, qui a sorti son nouvel album, le nom Kintsugi, donc n'a pas été choisi au hasard, puisque Dinos est un artiste qui assume ses failles, en tout cas, et d'ailleurs, je sais pas dans l'album il parle de beaucoup de choses, mais de quelle faille il parle? Est-ce qu'il parle peut-être de la réception d'Hiver à Paris, puisqu'il a clairement dit, lui, qu'Hiver à Paris avait pas forcément été compris par son public, ce à quoi... Moi, j'étais pas vraiment d'accord, puisque Hiver à Paris est un album qui a marché, commercialement, les critiques étaient plutôt bonnes. Nous, alors on est pas représentatif de tout le public rap français, mais quand on avait fait un code review fin 2022, du coup, c'est un album qui est arrivé assez largement en tête, si je ne dis pas de bêtises. Premier même. Mais assez largement, je crois. Donc j'ai l'impression que il y a peut-être parfois un décalage entre le succès réel de cet album-là, qui est bientôt platine, ou même double platine, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, en tout cas c'est un succès, il faudra que je vérifie, et peut-être parfois des retours sur les réseaux d'une partie de son public, qui va dire que Dino c'était mieux avant, etc., et qui peut peut-être peser sur l'artiste, mais en réalité, j'ai l'impression que moi c'est un succès, Hiver à Paris, et globalement que Dinos, depuis Taciturne, enchaîne les succès, puisque Imani avait pas marché comme il l'espérait à l'époque, comme s'il il était certifié or depuis, mais à chaque fois, quand même, il réussit vraiment à faire des chiffres qui sont plus si communs que ça. Tu vois, des 20 000 en première semaine, etc. C'est devenu de plus en plus dur. Donc, cette histoire d'échec, moi, je pense qu'il parfois il donne peut-être de l'importance à des commentaires négatifs, etc. Mais j'ai l'impression que moi, son public... le dit à un moment donné, il a une phrase comme ça dans l'album. Oui, exactement. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les gens sont là. Les gens attendent et qu'à chaque fois, il arrive en tout cas auprès de sa fanbase à créer un événement, un moment. Et là, ce projet-là, pour moi, il est différent. Il est présenté comme un album, mais on en parlait hors antenne. Moi, je le vois presque comme un projet récréatif. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, comme une forme presque de compilation avec Dinos qui s'amuse avec plein d'artistes, parce qu'il y a beaucoup d'invités sur le projet, et je le comparerais presque à un BDLM dont on a parlé. On en a parlé ou pas de ce projet? On en a parlé. Je parle trop de rap. Même si, effectivement, à BDLM, il y avait une ligne directrice très claire autour des artistes, d'un genre musical, etc. Là, le thème c'est Dinos et c'est un peu les obsessions de Dinos et voilà, donc moi j'ai pris ça comme un grand projet un peu récréatif qu'on pourrait approcher peut-être d'un More Life, tu vois, parce qu'on parlait de Drake et en sachant que c'est aussi quelqu'un que Dinos a écouté, mais on va en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Est-ce qu'on commence avec toi, Sandra? Avec plaisir. Tu vois, c'est bien que tu donnes des précisions sur le titre de l'album. Je sais pas si... sur le titre, pardon. Parce que ce que je dis sur le côté récréatif, c'est comme ça que je l'ai compris, oui, mais bien sûr. Je sais pas si Dinos l'a pensé comme ça. C'est intéressant parce que moi, quand j'écoute cet album, du coup, il n'y a pas eu encore de prise de parole de Dinos. Oui, donc on parle tout à fait. Donc je connais pas vraiment l'intention et je ne connaissais pas la signification de ce mot, Kintsugi. Maintenant, je comprends beaucoup mieux parce qu'effectivement, moi, j'ai trouvé ça à première écoute très décousu. Et en fait, c'est l'intention. Je pense que moi, je pense aussi, il y a aussi cette intention de vouloir empiler plein de choses. Donc, il y a cette dimension de empilement de morceaux qui peut être un peu déroutant si on s'attend à un album, ce qui était mon cas parce que je pensais qu'il allait suivre dans la lignée d'un Hiver à Paris où il y avait un concept carrément, mais même de Taciturne où globalement il y a quand même toujours une ligne directrice dans ces albums. C'est son album le moins construit, peut-être le moins cohérent. On cherche une cohérence. Complètement. Et puis même, tu vois, la cover, elle m'a un peu envoyé sur de fausses pistes parce que tu vois, c'est une très belle photo shootée au Cameroun, du coup, avec un esprit de famille dessus. Donc je me suis dit, ok, ça va peut-être être encore plus loin dans l'introspection, peut-être qu'il revient sur l'histoire familiale, des racines, etc. Bah pas du tout. Donc là, c'est moi qui ai fait fausse route au début.
au final, après la première écoute, je trouve qu'il y a des bonnes choses. Je trouve qu'il y a des expérimentations que je trouve intéressantes au niveau même pas mal des arrangements. Ils ont bien bossé ce truc-là. Les prods se ressemblent pas. Et en fait, on passe d'un morceau à l'autre sans aucun liant. Donc, forcément, je pense que ça va pousser le public à sélectionner beaucoup. Et vu qu'il y a un casting qui est énorme sur le projet. Il y a un super casting où, encore une fois, on ne dévoile pas à l'avance les feats. Je pense qu'il ne va pas les dévoiler avant la sortie du projet. Moi, je pense que c'est un truc cool. En vrai, ça apporte un petit divertissement au truc. On aime bien deviner. On en a déjà parlé de ça. Il y a des morceaux que j'aime beaucoup, notamment T-Block Africa, je crois que c'est ça, où ils sont trop forts avec Jola Green et la Mano. Ça, c'est un des meilleurs morceaux du projet. Il est incroyable. Je trouve que les énergies se mêlent bien. Chelsea avec Jossman et Stax avec Z. En fait, je trouve que tous les gens qui l'invitent performent. Il n'y a pas de sous-performance. Et je trouve que même Dinos, il est très généreux dans la place qu'il leur fait, parce qu'il y a des morceaux où prennent vraiment presque l'entièreté du morceau, et c'est presque Dinos qui se retrouve en feat. Mais j'aime bien la démarche, c'est pas quelque chose qui me dérange. Presque, en fait, alors encore une fois, peut-être qu'il sera pas du tout d'accord avec ce que je veux dire, mais moi je le vois presque vraiment, pour ça que je parlais de More Life, comme une playlist, compile, playlist. Et c'est vrai qu'à un moment, quand More Life sort, on se dit peut-être que maintenant il y a des projets qui vont être appelés playlist. Et Drake avait appelé ça une playlist. Et moi, ce projet-là, je le vois vraiment comme un truc où il s'amuse. Et à l'époque de Stamina, on avait fait une interview ici, et on se disait, est-ce que ton prochain projet, ce sera un peu Rock La Familia de Jay-Z, tu vois. Et finalement, ça n'a pas été ça, parce que ça a été Hiver à Paris. Et là, c'est pas Rock La Familia, parce que Rock La Familia, c'était un côté quand même très, on est ensemble, c'est les gens du label, même s'il y avait des feats extérieurs. Mais là, il y a quand même un côté vraiment, je suis un rappeur et j'ai envie de m'amuser avec tout le rap français. Ce qu'il avait déjà commencé à faire, en fait, parce qu'il y a souvent des feats quand même sur ses projets. Oui, même sur Hiver à Paris, qui avait ce côté un peu conceptuel, il y avait des gros noms. Il y a toujours un peu le côté avec. D'ailleurs, il cache les feats depuis longtemps. Donc, c'est toujours un événement. Mais c'est vrai que moi, je le vois comme ça, comme un truc dont il avait besoin. Et surtout après Hiver à Paris, qui était quand même aussi très personnel. Il parlait beaucoup de son nouveau statut, du côté le changement de classe sociale qui le tracassait beaucoup, les relations amoureuses. Là, j'ai l'impression qu'il est en mode, ok, là, j'ai besoin juste de faire du rap avec mes copains, tu vois. Et c'est un peu comme ça que moi, j'ai pris ce projet. C'est pour ça que j'ai kiffé. Ouais, je comprends. Moi, je terminerai juste là-dessus, c'est que c'est l'amusement. Je le comprends parce qu'il fait plein de choses différentes. Mais je ne le ressens pas, en fait. Dans les textes, Parce que dans ces textes, c'est super triste, mélancolique. C'est Dinos, quoi. Ouais, mais du coup, moi, j'aimerais peut-être... après, qu'il se force pas, mais c'est juste que... Justement, si tu invites plein de collègues à toi, la plus jeune génération, donc là, tu es un peu un ancien par rapport à eux et tout... Sûr. Éclate-toi. Et je sais qu'en plus, il sait faire ce truc-là, parce que dans ses premières heures, il avait une écriture super... il avait des touches d'humour, il savait vraiment faire des trucs super divertissants, et je trouve qu'aujourd'hui, il s'est un petit peu enfermé dans une catégorie un peu mélancolique. Mais il y a un peu d'arrogance quand même bien placée. Il y a de l'arrogance. Tu vois, tu m'influes sur X avec l'abonnement que t'as d'Aaron Pay, des trucs comme ça, j'aime bien moi ça. Tu vois, je suis pas contre, mais plus dans la forme, je dirais. J'aimerais que des fois, il se lâche un peu et qu'il sorte un peu de son schéma qu'on a l'habitude d'entendre. Parce qu'en vrai, comme tu le disais par rapport à son ressenti avec Hiver à Paris, le public peut tout entendre de Dinos aujourd'hui. Il a un public super fidèle, il peut tout faire. Pardon, je suis d'accord avec toi. Et même, je me faisais la réflexion, est-ce qu'il y a tant d'artistes que ça dans le paysage français qui sont aussi centraux, dans le sens où le mec peut rapper la même année avec Wally et Caballero et il est crédible qu'avec La Mano et Tiakola, tu vois. Zamdan aussi. Zamdan, dans un registre. Lino aussi, en vrai. Lino, où il coche une case, tu vois, comme avec AKH sur le projet précédent. Il y a vraiment ce truc-là, en fait, Dinos, tu sais, il est un peu à la croisée de plusieurs écoles, tu vois. Tu peux demain l'entendre avec Jungle Jack ou le lendemain avec Gazo. Rien n'est choquant. Grave. Et en fait, ça, c'est quand même une place qui est... à part dans le rap français. Mais du coup, le risque, et là ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu as dit, Sandra, c'est que moi, le sentiment que ça me laisse par rapport à plein de choses que vous avez dit tous les deux, sur le côté décousu, sur le côté récréatif, tout ce que vous voulez. Les deux sont vrais en fait, je pense. C'est à la, tu vois. En fait, c'est ça. Il y a plein de vérités qui sont possibles avec ce disque. Mais du coup, moi, mon impression, c'est que je trouve que c'est un disque qui a un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que, effectivement, pour moi, il y a une limite avec Dinos aujourd'hui, et notamment beaucoup de textes de thématiques sur ce disque, dans certains des morceaux. C'est toujours ce truc, effectivement, de jeune homme riche, enfin avec un statut d'artiste établi qui arrive à gagner sa vie,
qui change de classe sociale, etc. Ce qu'il y avait finalement sur Hiver à Paris, avec ce truc de sentimentalement assez triste. Il est beaucoup question de ça, hein, de séparation, de rupture, d'éloignement. Bien sûr. Voilà, il est toujours beaucoup question de ça, mais du coup, moi j'ai la sensation qu'il arrive pas à le faire aussi bien que sur Hiver à Paris précisément. Et que ce côté très décousu de l'album musicalement, ça lui empêche de développer des idées. C'est pour ça que moi je trouvais que inégal comme il pouvait être, c'est ce que j'avais dit à l'époque quand on en avait parlé justement de cet album Hiver à Paris, inégal comme il pouvait être, au moins pour moi c'était un disque sur lequel il y avait des idées, et il y avait des morceaux avec, très délimités par des idées d'un titre à un autre. Et là en fait je trouve qu'il y a beaucoup de redites sur ce disque. Et du coup en ayant cet écrin musical qui va un peu dans tous les sens, où j'ai l'impression d'entendre des séquences, le côté très rap dès le début, et moi aussi j'adore c'est peut-être un des moments de l'album que je préfère, des morceaux comme effectivement Stax, D-Block Afrique, Noir Fluo. Noir Fluo, j'adore. Voilà, en fait, quand il revient à un espèce de truc plus spontané, justement, peut-être plus au trip comme ça, je trouve qu'il le fait très bien. En plus, il retrouve un peu ce côté sale gosse qu'il avait peut-être perdu, justement. Ouais. Avec des espèces de lines où tu dis, il l'a pas faite, et il l'a faite. En fait, si c'est marrant. On oublie que Dinos est le sale gosse originel. C'est un petit con là, les rap contenders, c'est tout. Puis après, d'ailleurs, c'est fort parce qu'il a réussi à proposer autre chose, un truc avec plus de substance. Mais à la base, c'est vraiment ça, le petit con qui vient, qui vanne, tu vois. Et bon, les clashs se font même. D'ailleurs, il fait partie de l'histoire des rap contenders. Absolument. Le clash légendaire. Il y en avait des très belles. Et en fait, qu'il retrouve un peu ces sensations-là, c'est cool parce que je trouve en plus qu'il le fait bien et il le fait pas par posture ou en le surjouant. Donc en fait, sur ces morceaux-là, je trouve que ça marche très très bien. Ou alors quand il assume complètement son côté. En fait, moi, je suis un étudiant du rap français. Ouais. Et là, pour le coup, le morceau avec Lino, le jour d'après, je le trouve chambé. Ouais. Mais par contre, il y a plein d'autres titres. Les titres House, par exemple. Moi, je kiffe, moi. Ah non, moi, il n'y a rien à faire. Je trouve que ça prend pas. Toi, t'es ce clubbeur, c'est pour ça. Ouais, je suis un clubbeur, du haut de mes 53 ans, C'est embarrassant, mec de 53 ans qui va en club. Bah, non, pas tant que ça. Est-ce que vous pensez qu'une teinture blonde à 38 ans, c'est embarrassant ou pas? Non, vas-y. Non, je vais vraiment pas le faire. Mais c'est vraiment une question que je vous pose. Vous pensez qu'on peut ou pas? On peut tout faire. Ça dépend, ça dépend quel est ton mode de vie, qui tu es, tu vois. Dans l'absolu, j'en sais rien en fait. Journalisera. Tu vois, bon, je suis au hasard. Répondez, merde. C'est chiant. Mais moi, je les kiffe les morceaux comme ça. Bah non, en fait, parce que justement, je trouve qu'il n'arrive pas vraiment à les incarner et encore une fois à leur donner de l'idée. Je pense que Dinos, c'est quelqu'un qui est jamais aussi bon que quand il se tient à quelque chose sur un morceau en fait. Sur un mood, sur une émotion particulière liée justement à son statut, à ses sentiments, à tout ce que tu veux, mais qui développe du début à la fin un truc. C'est pour ça que je trouvais que plein de morceaux d'Hiver à Paris étaient réussis. Là, c'est pas le cas. C'est décousu, je trouve, justement dans les intentions musicales. Qu'il ait envie de s'éclater, c'est absolument son droit en tant qu'artiste. Hein. Moi, je vous parle juste, c'est même pas l'intention pour le coup, là, je juge la réalisation telle que je l'aperçois. C'est que vraiment, j'ai des sensations parfois qu'il est pas juste, il est pas vraiment à sa place parce qu'il arrive pas encore à maîtriser les trucs. Ah, c'est marrant, j'ai pas ressenti ça. Et moi, je trouve qu'il est intéressant quand il va au bout d'idées lyricalement, quoi. En termes de thématiques, de morceaux, de tout ce que tu veux. Donc c'est pour ça que même sur ce truc de la personnalité, la direction artistique qu'il a développé ces dernières années, je trouve ça très inégal. Les deux morceaux, justement, moi, que j'ai bien aimé sur ce truc de plus émo, on va dire, c'est les deux produits par Core et Aurélien Mazin. Ouais. Qui sont le premier j'ai oublié, mais en tout cas il y a Tony Soprano qui reprend You Got Me des Roots. Au début on lui dit c'est quand même les gros sabots de reprendre You Got Me. Mais je pense que ça marche vraiment bien, je trouve. Et je trouve qu'en fait il le fait très bien parce que il raconte hyper bien son blues d'artiste sur cette musique là en fait. Donc il y a des moments comme ça, je trouve qu'il y a encore l'étincelle parce qu'il a encore une fois il tient une idée, il la développe. Et il y a des moments en fait, il y a des morceaux, j'ai l'impression que en tout cas moi je comprends pas où il veut aller et je sais pas si il arrive en tout cas à essayer d'aller quelque part. Donc voilà, je pense que c'est cool qu'il a un album comme ça, peut-être justement après la perception qu'a une partie du public sur Hiver à Paris qui était peut-être, en tout cas des gens lui reprochaient que c'était trop complexe, trop intellectualisé, etc. Moi non, au contraire je préfère les artistes qui vont jusqu'au bout d'idées comme ça. C'est une question de ce que tu recherches aussi. Exactement. Et là du coup peut-être que c'est bien pour justement se réaligner en disant je sais faire tout ça, je sais m'éclater, mais sur la réception globale là je suis un peu mitigé moi sur le parce que t'aimes pas t'amuser toi. Bah non, moi je suis pas un mec tu vois, je fais des conférences. Voilà, on a répondu pour les mecs à la qui font des question. mouse parties. C'est ça. Voilà. Il y a une ligne dans le sable là. Exactement. Non, moi j'ai vraiment aimé le projet, mais aussi parce que je pense que je le compare pas à Taciturne, à Stamina, à Imani. Hiver à Paris étant finalement rétrospectivement, je pense c'est l'album de Dinos que j'aime le moins. Okay. Mais j'aime tous les autres. Et je pense même que mon préféré c'est peut-être Taciturne avec le temps. Bref. Mais en tout cas, le projet est disponible. On peut dire qu'il y a Hélène Ségara sur le projet ?
Il fallait le dire absolument. Hélène Ségara sur le morceau avec Sofiane Pamar. Ouais. Tout à fait. Très bien. Alors, on n'a pas le temps pour le coup de cœur, mais peut-être juste un mot rapidement quand même, au moins citer ce que vous avez envie de citer. Alors, je vous en supplie, écoutez la réédition, en tout cas l'ajout à Bitume Caviar. Il y a 2 nouveaux morceaux qui sont excellents, qui sont produits par D.I. et Jean Jass. C'est sublime, encore une fois. Et Costa, un projet qui s'appelle Violence, Culture, Sport et Fashion. Un très beau programme, très très beau programme. C'est un rappeur parisien incisif qu'il faut écouter. Raph. Maxocrim Personification, si vous voulez un rappeur qui est toujours dans son jus, dans ses racines musicales. On parlait de Kendrick avec JNX, et bah voilà, Maxocrim c'est un pur jus texan. C'est un mec qui raconte ses histoires crapuleuses, toujours avec grand talent et beaucoup d'introspection, donc voilà, je vous le conseille. Et moi je reboucle avec la Californie et Kendrick, le projet de Thurs, qui était un rappeur qui faisait partie du groupe Unique, dont on parlait au début des années 2010, à l'époque de Overdose, Pac Div, Dom Kennedy, tout ça, qui a soutenu un projet qui s'appelle Yannick Coffee in Time, qui est génial, et avec dessus notamment, je pense, le meilleur couplet de Snoop Dogg depuis très longtemps. Mais vraiment, le projet est super, très californien, très voilà. Et il m'a même rappelé un peu parfois The Game dans le flow et la voix. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. C'était superbe. Allez écouter Kendrick, écoutez Dinos, et nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut.